Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième update lecture du mois d'avril, ça commence très mal, dans lequel je vais vous parler de deux thrillers bien sanglants. Et du coup, pour voilà, me calmer mes nerfs, m'apaiser le cœur et l'esprit, j'ai lu une romance après, ça faisait du bien, c'était plutôt cool. Et on commence tout de suite avec Repas de famille de Shari Lapena, qui est le premier thriller que j'ai lu. Je vous le mets quelque part, par ici, puisque je l'avais emprunté au boulot. En réalité, je crois qu'il est de l'autre côté, je crois que je l'ai pas rendu lui encore. Mais flemme, donc on va dire que je ne l'ai pas. Shari Lapena, qui pour moi est, franchement, je pense que de toutes les autrices de thrillers domestiques que j'ai lues, c'est ma petite chouchoute, parce que c'est la seule qui, j'ai beau avoir lu tous ses romans, bah à chaque fois je sais pas où est-ce qu'elle va m'emmener, et à chaque fois je me prends une petite claque dans la gueule en mode « Ah, je l'avais pas vu lire ça, tiens !» Oups. Et celui-ci, pour le coup, je pense que jusque-là, c'était une voisine encombrante, mon préféré, mais franchement, Repas de famille, il est vraiment cool. Dans ce récit, on va suivre je crois que c'est les Merton, si je dis pas de bêtises, une famille assez riche. On a le père et la mère qui sont franchement très friqués, et on a leurs 3 enfants qui sont aujourd'hui des adultes. On a Catherine, Dan et Jenna. Le couple Merton, il va se faire sauvagement assassiner après un repas de famille à Pâques, et évidemment, on va quand même se poser la question, est-ce que ce serait pas les gamins? Forcément, à partir du moment où il y a une question d'héritage, et où en plus en creusant un petit peu, on va se rendre compte que tout le monde n'était pas hyper copain là-dedans, tu finis par te poser des questions. Et puis en effet, franchement, ils ont clairement des raisons d'avoir pu en vouloir à leurs parents et de potentiellement avoir tenté de les tuer. Catherine déjà, qui s'en est pris plein la gueule au repas, notamment sur le fait qu'elle avait toujours pas d'enfant. C'est pas très cool, ça fait 2 ans qu'elle essaye quand même, papa. Et si on ajoute à ça le fait qu'elle vient d'apprendre que ses parents veuillent vendre la maison dans laquelle qu'elle espérait franchement avoir en héritage et dans laquelle elle aurait adoré élever ses enfants, voilà. Il y a des raisons de se dire Catherine, t'aurais pas fait du mal à papa et maman? Dan, de son côté, ça fait des années qu'il a des raisons d'en vouloir à son père, puisqu'il devait hériter de l'entreprise et qu'il l'a vendu l'entreprise avant, qu'il a été du coup viré de cette boîte, et qu'aujourd'hui il est clairement dans la merde financièrement parlant. Et quand il demande à ce fameux repas à son père de lui prêter de l'argent, celui-ci lui rit au nez. Donc autant vous dire que il aurait des raisons de vouloir hériter de son papa, parce que ça commence à être vraiment très compliqué. Et enfin, Jenna, la petite dernière, l'artiste qui vit au crochet de ses parents, qui commence à en avoir un petit peu marre de tout payer pour elle et lui font bien comprendre que toutes les bonnes choses ont une fin, et qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se bouger le cul avec son art un peu chelou. Voilà, donc bref, autant vous dire que les 3 enfants ont clairement de très bonnes raisons d'avoir tué leurs parents, mais je vous laisse découvrir le roman pour découvrir ce qu'il en est véritablement, et qui pourrait bien vraiment avoir assassiné ces deux chères personnes. Voilà. J'ai adoré ce roman, vraiment, genre on est sur un... Franchement, je suis un petit coup de cœur pour ce roman, je peux le dire, c'est un petit coup de cœur. J'ai vraiment aimé cette histoire de famille. J'ai trouvé les personnages hyper intéressants, que ce soit du coup les frères et sœurs. On va suivre également la sœur du père, et puis d'autres personnages comme ça qui vont avoir plus ou moins de l'incidence dans tout ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Le récit est très addictif parce qu'on va vraiment jongler d'un point de vue à un autre. On va suivre également du coup les flics qui gèrent l'enquête. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'hyper addictif, comme toujours dans les romans de Shari Lapena, où en fait, comme on jongle entre les points de vue, t'as pas le temps de t'ennuyer. Et tu vas avoir à la fois du coup le point de vue des flics, mais le point de vue de tel personnage, de celui-ci, de celui-ci. Et je trouve qu'elle réussit toujours à nous manipuler suffisamment pour qu'on ait des doutes sur tel personnage, sur tel personnage, sur tel personnage. Et franchement, je pense que jusqu'à la fin, je savais pas du tout où est-ce qu'elle allait m'emmener, et je ne savais toujours pas qui avait fait le coup. J'avais des doutes sur tout le monde. Franchement, il y a un personnage qui a échappé à mes doutes, mais sinon tous les autres, ils avaient des doutes. J'avais des doutes plutôt. En plus de ça, pour le coup, ils avaient tous de très bonnes raisons d'avoir tué leur père. Donc, franchement, c'était... D'ailleurs, pas que... parce qu'en soi, même la sœur, elle aurait pu avoir des raisons de tuer son frère. Enfin... Voilà, quand il y a l'héritage qui rentre en ligne de compte, t'as tout le monde qui devient suspect, et franchement, c'était juste dingue, c'était trop bien foutu, j'ai adoré, franchement j'ai adoré, je me suis régalée avec ce roman, je l'ai dévoré, j'arrivais plus à le lâcher, je voulais connaître le fin mot de l'histoire, j'ai fermé le bouquin, j'étais en mode « Ah, c'était trop bien !» Et puis j'ai beaucoup aimé aussi à la fin le léger retournement de situation où tu te dis « Ok, toi t'es maligne comme personne, j'aime beaucoup !» Enfin bref, je vous laisse vraiment découvrir ce récit qui est vraiment très bien fichu. En plus de ça, je trouve que les personnages, ils sont pas ni tout blancs ni tout noirs, et c'est souvent le cas avec cette héroïne. Je trouve qu'elle nous fait vraiment des personnages qu'on pourrait croiser dans le quotidien, qui vont avoir des qualités et des défauts, et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé le fait que le doute, il naisse même chez les époux. Je pense notamment à Catherine et Dan, ils sont mariés.
Et du coup, bah, leurs époux, ils ont des doutes. Ils ont des doutes de ouf en fait sur la personne qu'ils devaient épouser et ils se posent la question est-ce que mon mari peut avoir tué ses parents? Est-ce que ma femme peut... Et du coup je trouve que c'est hyper intéressant parce que bah en fait ça pousse aussi dans ces retranchements les personnages. Ça les pousse vraiment dans à se poser des questions qu'ils se seraient jamais posées le reste du temps parce qu'ils en viennent à se dire est-ce que la personne que j'ai épousée, la personne que j'aime, elle serait capable de faire ça? Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, que c'est très bien amené. Et franchement, c'est un très bon thriller psychologique et c'est surtout un très bon thriller domestique. Lisez Shari Lapena, elle écrit de très très bons romans et globalement, je les ai tous aimés. Il n'y a que Un assassin parmi nous que j'ai moins aimé. Mais peut-être parce que le fait d'avoir des points de vue omniscients, j'ai trouvé que ça avait un petit peu gâché l'effet de surprise sur la fin. Et voilà. Alors que là, je trouve que à l'inverse, justement, en connaissant un peu... Enfin, justement, le côté point de vue omniscient m'a mis sur une piste à un moment donné. Et vraiment, vraiment sur la fin où je me suis dit putain quand même c'est bizarre que... et enfin bref, franchement super bon récit, je vous le conseille du fond du cœur, j'ai vraiment vraiment adoré. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment bien foutu et que ton cerveau il saute vraiment d'une hypothèse à l'autre. Et t'en viens à te demander mais ça se trouve c'est machin, mais en fait non c'est truc et en fait peut-être que... Et jusqu'à la fin, tu n'es pas au bout de tes surprises. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Après ça, on est sur un récit qui est, comment dire, légèrement plus sanguinolent, un peu plus glauque. Voilà. J'ai lu Les poupées d'Alexis Lepsker aux éditions Pocket et je l'ai dévoré en une journée parce que, soyons très honnêtes, il est vraiment, vraiment, vraiment très addictif. J'étais incapable de le lâcher, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce polar, qui pourtant commence de manière assez glauque. Puisque on va suivre des flics qui prennent en poursuite des truands, voilà, et qui vont atterrir au beau milieu de la campagne, et en farfouillant un petit peu dans le coin, un des flics va tomber sur une espèce de vieille chapelle en ruine, sur laquelle il va trouver très étrange de trouver un cadenas flambant neuf dessus. Et quand on va ouvrir cet endroit, il va découvrir à l'intérieur un très macabre spectacle puisqu'il va y avoir plusieurs personnes mortes, plusieurs cadavres, en état plus ou moins avancé de putréfaction, qui ont été intégralement rasés. On sait d'ailleurs même pas vraiment si c'est des hommes ou des femmes puisqu'ils ont été mutilés. Voilà. Et on va petit à petit comprendre que potentiellement ces personnes ont été habillées, déshabillées, perruquées, déperruquées, comme des poupées. Voilà. Nous allons suivre le commissaire Venturi, qui en ce moment est un peu dans la merde avec l'IGPN, c'est la police des polices en gros, qui va faire appel à une jeune psychologue criminologue, Olivia Montalver, pour l'aider parce que bah il est bon pour résoudre des enquêtes et pour voir des choses que les autres ne voient pas, mais sur la psychologie des criminels en série, c'est pas tout à fait la même chose et du coup il va pouvoir compter sur le soutien d'Olivia. C'est un duo qui est hyper intéressant déjà, attardons-nous un petit peu là-dessus. Parce qu'on a vraiment la jeune psy qui paye pas de mine parce que bah, en fait déjà elle fait beaucoup plus jeune que son âge, donc quand elle arrive, il la prend pas du tout au sérieux. Et en 5 minutes, elle balance une analyse comme ça de ce qu'elle pense déjà avoir vu. Et là, elle lui fait « Ok, c'est bon, on va bosser ensemble. » J'ai adoré leur duo. Venturi, on est vraiment sur un flic. Je dis Venturi, mais ça se trouve, ça se prononce Venturi, un truc comme ça. Mais je trouve que c'est vachement sympa, Venturi. En tout cas, ce fameux flic, j'ai trouvé qu'il avait vraiment le côté... il fait vraiment vieux loupard, il est surnommé le cow-boy, tout le monde sait qui il est là-dedans. C'est le genre de mec qui a déjà été obligé dans le cadre de ses fonctions de tuer quelqu'un. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'il est dans le viseur de l'IGPN, parce qu'il y a encore eu quelque chose. Enfin bref, il y a vraiment ce côté, le vieux loup de mer qu'on a vécu, et puis à côté, la jeune recrue toute pétillante, mais qui en même temps, elle est d'une psychologie très fine, elle est très intéressante, très intelligente, et j'ai vraiment aimé ce personnage, enfin ces deux personnages, parce que je trouve qu'ils se complétaient parfaitement. C'est ce que j'aime beaucoup généralement dans les polars, on a très souvent affaire un petit peu à un duo un peu iconique, souvent avec justement le vieux loup de mer et la jeune recrue, et je trouve que c'est toujours très intéressant, c'est quelque chose que j'aime bien. Bon là en l'occurrence elle est pas flic, elle est consultante, mais c'est aussi ce qui fonctionne.
Au niveau de l'histoire en elle-même, bah écoutez, je me suis complètement laissée prendre au jeu. On a plusieurs chapitres différents avec plusieurs trucs. On va avoir du coup les chapitres où on va suivre l'avancée de l'enquête et du coup les deux protagonistes. Mais on va aussi avoir des passages qui sont, on le comprend, sans doute écrits par le tueur dans un carnet, donc c'est assez particulier. On voit quelqu'un qui est quand même, qui est pas quelqu'un de bien, qui le sait, qui écrit des choses assez violentes, assez dures, et parfois dénuées un petit peu de sens, avec des phrases qui n'ont pas de début, pas de fin, mais voilà, donc c'est assez particulier. Et on va également suivre quelqu'un qui, comment on appelle ça, une voyante en fait. Une nana, une voyante qui habite au fin fond de la campagne et qui, on va le comprendre, pourrait bien être une des cibles de ce tueur-là. On sait pas trop, au début on sait pas trop ce qu'elle vient foutre là, et puis petit à petit tu te dis bah ça se trouve c'est sa prochaine victime quoi. Du coup voilà, on est vraiment sur un récit qui va complètement nous prendre parce que t'as envie de savoir le fin mot de cette histoire et tu te laisses complètement berner. Mais je me suis fait avoir comme une bleue, mais comme une bleue, je n'ai rien vu venir. J'ai trouvé que c'était hyper cohérent, il y avait... Enfin, l'enquête, au fur et à mesure que t'en découvrais plus, tu te disais, mais oui, bah bien sûr, évidemment que c'est... Et puis voilà, et en même temps, bah tu te dis, mais non, mais ça, c'est pas possible, enfin, je comprends pas, c'est pas... Il y a un truc qui va pas, et en même temps, il y avait des fois où tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est parce que c'est... Enfin, franchement, j'avais mon cerveau qui allait exploser, j'arrivais pas à le lâcher, dès que je le lâchais 5 minutes, je faisais que... En fait, je me rendais compte que je cogitais, et j'avais besoin de savoir la suite. Et franchement... mais un coup de maître. Je n'avais jamais lu de roman d'Alexis Lepsker qui est pourtant conseillé depuis 1000 ans par ma collègue. Celui-ci me faisait très envie. Je ne regrette pas du tout d'avoir commencé avec celui-là parce qu'il m'a bluffé d'un bout à l'autre. Voilà, il est un peu glauque mais en même temps il est hyper touchant. En fait, plus t'en apprends aussi sur le potentiel tueur, enfin je dis potentiel parce que du coup plus tu dresses en gros le portrait du tueur parce que c'est comme ça que ça se passe, plus tu te dis mais potentiellement c'est quelqu'un qui souffre vachement. Et il y a du bruit dehors, je sais pas ce que c'est. J'essaie de zioter mais en fait je vois rien par ma fenêtre. Bref, toujours est-il qu'on est vraiment sur un personnage, sur des personnages que j'ai vraiment aimés parce qu'ils étaient hyper creusés. Le fait que ça se passe en France, je trouve que c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Bref, j'ai adoré, je vous conseille de ouf de découvrir ce polar, il est vraiment bien. Par contre il y a le cœur bien accroché parce qu'il y a des scène un petit peu glauque et il y a quelqu'un qui passe devant ma fenêtre. Et vous allez entendre le bruit de son putain de... C'est trop cool. Il m'a pas vu mais j'ai eu un moment de... Je vais avoir l'air un peu con là, non? Je sais pas, ça m'est jamais arrivé encore. Bref. C'était le petit moment Anaïs fait sa resta. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré ce roman, que je vous conseille du fond du cœur, qu'il faut avoir le cœur bien accroché quand vous le lisez parce qu'il y a des scènes un petit peu glauques et qui mettent légèrement mal à l'aise, mais ça fonctionne super bien, c'est hyper prenant, je me suis complètement fait avoir. Bref, coup de cœur pour ce thriller et j'ai trop hâte de lire la suite des aventures de Venturi et Mentalo. Voilà. Mais comme je vous le disais, après ça j'avais besoin de souffler un petit peu, de lire un petit truc un peu plus mignonné. Et du coup j'ai attaqué la suite de Lights Out de Miles Coleman, donc No Grip, publié chez Ito. Depuis ma lecture du tome 1, j'avoue j'avais très envie de me plonger dans ce tome-ci parce qu'après les événements qui se sont déroulés dans le premier tome et le drame qui a eu lieu, forcément j'étais très intriguée par ce qu'il allait arriver à Mathieu. Mathieu qui du coup est en plein deuil quand le récit commence, il est pilote de F1 lui aussi comme son ami Owen que je vous ai présenté dans l'update lecture le dernier du mois de mars et qui était le héros du tome précédent. Il est donc pilote de F1 et il est en plein deuil au point qu'il fait vraiment de la merde. Il apparaît dans les journaux à potins, là Putain comment on appelle ça ? Bon, les journaux à potins, c'est bien, ça passe. Chez Closer et compagnie, là, il est fait la une dans le plus simple appareil parfois. Il ramène des filles différentes tous les soirs. Bref, il est complètement bourré à chaque fois. Et ça plaît pas trop à Nell, qui remplace son père à la tête de l'écurie dont il fait partie, les... Killian, je sais pas trop comment ça se prononce, bref. L'écurie dont il fait partie et elle va lui remonter très sèchement les bretelles et va le surveiller de très près. Un bien pour un mal parce que entre tous les deux ça se passe plutôt bien, contre toute attente et voilà, love, cœur, bref. Je n'en dirai pas plus mais bon, on est sur une romance, vous doutez bien que ça va finir par se passer entre eux. Et vous voulez que je vous dise, je pense que je l'ai encore préféré que le premier. Le premier j'avais vraiment adoré, j'ai adoré Lise Owen, j'ai trouvé très cool, mais alors ce tome 2 il était hyper addictif parce que
J'ai lu le premier chapitre juste après avoir fini les poupées ou juste avant d'aller me coucher. Et tout le reste, je l'ai lu hier, au moment où je fais cette vidéo, j'ai lu tout ça, tout le reste en une journée parce que je n'arrivais pas à le lâcher, j'avais envie de connaître la fin, j'avais envie de savoir. On comprend très vite qu'il y a une couille dans le pâté et que Nell, si elle est là, c'est pas parce qu'elle a décidé qu'il fallait à tout prix qu'elle soit là. Au contraire, on comprend qu'elle aime pas trop la F1, qu'elle a fait une croix sur ses projets pour être là pour aider son père, et que son père, il cache quelque chose quoi, elle cache quelque chose, et du coup en fait rien que ça déjà, moi ça m'a alpagué, j'avais envie de connaître la suite. Mathieu également, il m'a énormément touchée, on voit clairement quelqu'un qui est en détresse et ça m'a beaucoup ému de voir cet homme en détresse. Et j'ai vraiment aimé en fait le lien qui va se tisser entre les deux parce que en fait Nell, elle va pas le juger complètement, elle va lui dire quoi, il fait de la merde et que ça la gonfle parce que en fait il est en train de ruiner l'image de l'écurie et que l'écurie a pas besoin de ça quoi. Et du coup il la saoule, mais en même temps elle le comprend et elle va essayer de creuser, elle va pas juste se contenter de dire ok il déconne complètement, il fait le petit garçon pour y gâter quoi. Et du coup j'ai vraiment aimé la relation qui se tisse entre les deux, j'ai aimé tous les à côté en fait, un peu comme dans le premier tome, on sent que l'autrice elle sait aussi de quoi elle parle quand elle te parle de course de voiture et elle va faire en sorte de te créer vraiment toute une intrigue autour de ça et c'est vraiment très intéressant. Alors en l'occurrence l'intrigue elle m'a complètement prise et les personnages également, j'ai trouvé que c'était hyper cohérent, que c'était hyper touchant, on est sur une très belle histoire qui se crée petit à petit parce que vraiment enfin le roman paraît pas bien long mais il faut quand même souligner que ça se passe sur des mois de cohabitation forcée tous les deux, de Nell qui essaye un petit peu d'arrondir les angles, de Mathieu qui essaye de gagner ses faveurs en lui faisant des cadeaux, en faisant le petit gars souriant, tout ça, et en fait qui petit à petit va redevenir ce mec qui est plein de vie, parce que ouais il en bave, ouais il y a des choses qui sont pas faciles, et oui ce qui s'est passé dans le tome précédent ça l'a complètement bouleversé, ça l'a achevé même un peu, et quand il démarre le récit, il est vraiment pas bien, il est dans un état lamentable, et c'était hyper intéressant de le voir petit à petit remonter la pente et que ce soit notamment grâce à elle. J'ai trouvé que c'était hyper touchant et c'était vraiment, enfin pour l'instant c'est mon tome préféré, j'ai très hâte de lire le tome 3 du coup parce que j'ai adoré ce tome-ci. Je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage, j'ai aimé le fait que l'histoire elle prenait son temps pour se créer, l'histoire d'amour, et que elle soit aussi cohérente et aussi touchante. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'en vrai j'ai pas non plus 1000 autres trucs à dire à propos de ce roman, c'était juste une très bonne romance que j'ai vraiment aimée, je vous conseille vraiment de la découvrir, si vous aimez l'univers de la F1 déjà ça devrait vous plaire, et même au-delà de ça, même sans aimer, en vrai c'est complètement ouvert à tout lecteur, et c'est une très jolie histoire d'amour avec vraiment une belle histoire de reconstruction et en même temps un peu de suspense quand même parce que vraiment ce truc ça nous tient en haleine, on a envie de savoir quel est le secret de Nell. Voilà, bref. En tout cas j'espère que cette update lecture vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour le prochain update lecture du mois d'avril. Je sais déjà les livres que je vais vous présenter parce que je suis en train de les lire au moment où je fais cette vidéo, donc je vous avoue que j'ai trop hâte de vous en parler déjà d'avance. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt, ciao.